l'échec est un diplôme. C'est une opportunité qui t'est donnée de faire mieux. Réussir avec l'écriture, ça n'a pas été facile. J'ai commencé à écrire, les gens ne croyaient pas forcément. On s'est dit, ah bon, lui, qu'est-ce qu'il va écrire? C'est pas un écrivain, il va apporter quoi de nouveau? L'enfant est l'avenir du monde. Le professeur, tu as ta part de responsabilité. Toi, le professeur, qui voit un enfant triste, qui n'arrive pas à suivre le cours, est-ce que tu t'en fiches? Le professeur n'est pas juste celui-là qui vient transmettre un cours, c'est aussi un psychologue. Tout à fait. Est-ce que je dois juste m'occuper de ma famille? Est-ce que la vie des autres doit me concerner? Tu ne peux pas être à l'aise lorsque ton collègue est en train d'échouer, quoi. Bah, sûr. Sans toi concerner. On a tous des talents qui peuvent profiter à d'autres personnes. Lorsque tu ne mets pas en valeur ton talent, pour moi, c'est de l'égoïsme. Tu ne sais pas en réalité qu'il y a quelqu'un qui a été prédestiné à profiter de ton talent. Il faut tout simplement sortir de sa coquille. On ne fait pas quelque chose pour plaire à tout le monde, mais c'est pour toucher ceux qui ont été prédestinés, soit à te lire, soit à t'écouter, soit à profiter de tes services d'une manière ou d'une autre. Chez moi, d'où je viens, il faut forcément aller à l'école pour réussir. Mais c'est faux. Comment? Qui a dit que l'école était un modèle de réussite? C'est la société qui définit ces choses. Mais heureusement, en Afrique, il y a des exemples. On est tous responsables de ce qui arrive au monde. Ne critique pas le dirigeant qui a la tête dans le pays. Je ne sais pas ce qu'il a vécu. Ne crie pas victoire parce que tu as réussi à décrocher un emploi que l'autre n'a pas pu avoir. La petite chose que tu vas faire, l'acte que tu vas poser pourra avoir un impact, pas peut-être à l'instant T, mais à un moment donné, aura un impact. En gros, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Challenge relevé. Il y a des gens talentueux, il y a des gens qui peuvent vraiment apporter quelque chose, mais qui ne croient pas en eux. Moi, je pourrais apporter quoi? Mais c'est faux. L'ADN que tu as, tu es la seule personne à en avoir. Tu as quelque chose à apporter. C'est sûr. Tu as une touche particulière à apporter dans ce monde. L'un des secrets puissants, c'est la lecture. Il faut lire. Il faut lire. Il y a un adage très connu et tout, qu'on connaît bien, qui fait parfois cliché, mais c'est la vérité. On dit souvent que si tu veux cacher la vérité à un Africain, mets-le dans le livre. Tu vas plonger dans un univers que tu ne connaissais peut-être pas, mais ça peut t'inspirer à faire. Moi, je connais des gens qui ont créé des entreprises après avoir lu un livre. Je connais des gens qui sont partis se réconcilier avec leur famille, avec des gens après avoir lu un livre. Pour faire court, la lecture est une thérapie. Parfait. Quel que soit le problème que tu peux avoir, la lecture peut vraiment t'aider d'une certaine façon à trouver une solution à un problème auquel tu fais face, quelle que soit la société à laquelle tu appartiens. La lecture est un langage universel. Bonjour. Bonjour Yacine. Bonjour Loïc, Gis Sonsira. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce lieu symbolique qu'est le Papers Club de Casablanca pour une conversation autour de ton dernier livre, Sang froid, chronique de l'enfant soldat. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Donc Gis, vous avez choisi de construire Sang froid comme un long dialogue entre Jojo, un jeune étudiant au journalisme, et Freddy Liouga, qui est son grand-père, journaliste également, écrivain. Un dialogue fascinant entre la mémoire et la transmission. Pourquoi avoir fait de cette conversation le fil conducteur du roman? Bon, déjà premièrement parce que ça facilite la lecture. C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'objectif n'est pas de viser des lecteurs aguerris ou des personnes qui sont habituées. Tout à fait. Mais c'est surtout de gagner les non-lecteurs. C'est-à-dire trouver de nouveaux lecteurs. Pousser en fait à retrouver ou à forcer l'amour vis-à-vis d'autres personnes. On a des personnes qui n'ont jamais découvert l'écriture, qui se disent que lire c'est difficile, je vais pas forcément être intéressé, mais faire en sorte que finalement ils se disent tiens, mais ça peut être intéressant, que je me retrouve facile, tu vois. Et je le dis parce que c'était mon cas. Moi je suis amateur, moi c'est les sciences, tu vois. Et je me suis retrouvé à lire un livre qui m'avait été pas forcé, mais forcé indirectement parce que c'était mon professeur de communication qui m'avait demandé de lire puisque ça venait à l'examen. Donc au départ,
j'ai commencé à lire le livre pour l'examen. Oui. Et je me suis surpris à kiffer. J'ai dit, oh, mais c'est intéressant. C'est sûr. Et c'était quoi le style? C'était un style de langage, discussion, il y avait des conversations. Et en fait, je voyais le film dans ma tête. C'est-à-dire à chaque fois que je lisais, autour de moi, le décor changeait. Ok, très bien. Je commençais à être dans le livre. Ouais. Donc voilà pourquoi j'essaie de créer en fait des scénarios pour que chaque lecteur essaie d'imaginer ce qui se passe autour de lui. Tout à fait. Déjà, d'entrée de jeu, le roman s'ouvre sur une scène d'échec. Jojo. C'est ça. Qui se plaint un peu auprès de son papa et de sa maman. Mais c'est surtout une leçon de vie que lui donne son père. Apprendre à lire la défaite autrement. Pourquoi commencer par cet échec? Est-ce une manière pour vous de dire que toute construction, même littéraire, naît aussi d'une sorte de chute? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, d'entrée de jeu, il faut retenir une phrase. Ouais. L'échec est un diplôme. Tout à fait. L'échec n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que lorsqu'on échoue, tu n'échoues pas pour perdre. Non, pour moi, c'est une opportunité qui t'est donnée de faire mieux. Parce que tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? C'est ça. Et c'est parti sur l'idée selon laquelle je n'ai pas tout de suite réussi avec l'écriture. Ça n'a pas été facile. Quand j'ai commencé à écrire, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens ne croyaient pas forcément. On s'est dit, ah bon, lui, qu'est-ce qu'il va écrire? C'est pas un écrivain. Il va apporter quoi de nouveau? Les rejets, toutes ces choses-là. Je me suis dit, tiens, mais j'ai appris. Parce que c'est ce scénario même-là qui a suscité d'autres livres. Et tu vas voir d'ailleurs, tu vois. Donc pour moi, l'échec est juste un moyen de ressortir le meilleur que tu as de toi, en fait. Et peut-être même de te pousser dans tes retranchements. Tout à fait. Tu vois, de te dire que, ok, tu peux faire mieux. Ouais. Et vas-y, quoi. C'est ce qu'on disait là tout à l'heure, parce que justement, quand on est face à ces situations d'échec, on a deux possibilités. Soit on se laisse abattre, soit on trace pour montrer à ces gens qu'on peut faire mieux. Je pense que c'est ce que tu as voulu souligner à travers ce point. On va rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du roman, parce que tu nous places dans un univers spatial fictif. On est dans le village de Montbarré, à une centaine de kilomètres de Galoa, qui est la capitale d'un pays imaginaire, où règne un certain Djibril Naké. C'est ça. Djibril Naké, c'est un dictateur, c'est un tyran. Et ce pays, son nom, évoque pourtant pour le lecteur africain un espace à la fois familier, universel. Du coup, quelle place occupe ton pays d'origine, le Congo-Brazzaville, ou l'Afrique plus largement, dans cet imaginaire d'écrivain-là? Très bien. Est-ce un décor ou est-ce une mémoire que vous tentez de sublimer? Les deux. Premièrement, un décor parce que tout le monde doit s'y retrouver. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, ce sont les mêmes réalités. Quel que soit l'endroit où tu vas, en Afrique en tout cas, tu retrouves les mêmes problèmes. C'est juste la culture qui change, c'est les noms qui changent, c'est les habitudes qui changent, mais les réalités restent les mêmes. Mon pays, pourquoi? Eh bien parce que j'ai quitté mon pays très tôt et la réalité de l'étranger vis-à-vis de ton pays change un peu les choses, tu vois. Donc quand je suis sorti de mon pays, en fait, j'ai vu de loin les choses que je n'arrivais pas à voir quand j'étais au pays. C'est vrai. Donc il fallait faire en sorte de donner, en fait, ressortir une certaine réalité pour le lecteur qui ne connaît pas mon pays, mais en même temps attirer son attention du fait que, en fait, c'est l'Afrique en général. Tout à fait. Tu vois, donc il faudrait que le Congolais se retrouve, le Sénégalais se retrouve, le Marocain se retrouve, le Malgache, tout le monde, mais surtout au niveau de l'Afrique. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Et dans le roman, on retrouve certains détails anodins en apparence. On a la chambre 242, le Congo, où est logé le journaliste Liuga, et qui résonne étrangement justement comme un code, une empreinte, un clin d'œil. C'est ça. Est-ce que vous croyez que l'inconscient de l'écrivain glisse toujours des indices par-ci par-là? Même quand il pense à inventer un univers fictif, est-ce qu'on se trahit d'une façon ou d'une autre en tant qu'auteur? Oui, je dirais, de mon point de vue, oui. C'est-à-dire qu'il est difficile, en fait, de ne pas vouloir mettre en valeur ses origines. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a envie aussi d'affirmer son origine, d'affirmer son identité. Pourquoi je vais écrire un livre si je ne suis pas capable de dire d'où je viens? Tout à fait. Pourquoi je dois m'adresser au monde si ce monde-là ne doit pas savoir qui je suis, d'où je viens exactement? Mais plutôt que de le dire directement, je m'appelle tant, ou bien dans l'univers, c'est dire le Congo, non. Je m'exprime et je mets en valeur mon pays, mes origines, mon identité, à travers des détails que le génie du lecteur va détecter lui-même. C'est-à-dire, je voudrais que chacun
puisse donner sa compréhension, que chacun puisse interpréter ce qu'il comprend. Une autre personne pourrait dire que 242, je sais pas, me rappelle peut-être le nom de Marie. Ouais. Ok. Par exemple, tu vois, ça pourrait être. C'est ça le but. Les interprétations sont multiples selon la perspective de chaque lecteur. Tout à fait. Mais de mon point de vue, je voulais vraiment ressortir également mon pays, mais de manière très subtile, subliminale, et que chacun puisse interpréter à sa façon. Parfait, très bien. On revient au sous-titre de cet ouvrage, Sang-froid, donc chronique de l'enfant soldat. Et l'enfant soldat ici, on parle de Samba. Ouais. Samba qui, en fait, on va dire que tout le récit s'articule autour de l'enfant soldat, donc Samba, et son destin est tragique. Je ne vais pas en dire trop pour pas spoiler tes futurs lecteurs, mais Samba traverse un peu toutes les strates de la violence. Tout à fait. La perte, très jeune, la vengeance, c'est ça, la prison, la politique, la reine. Exact. Comment avez-vous trouvé le juste ton pour raconter une trajectoire aussi extrême sans tomber dans le pathos ni dans l'héroïsme? C'est une bonne question. Alors, si on constate bien le parcours de Samba, c'est la vie de tout un chacun. À un moment donné, on va faire face à la perte. On perd tous quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Ouais. À un moment donné, on se retrouve face à la difficulté, c'est la prison. Et comment sortir de cette prison-là? C'est ça l'idée. Comment on fait pour sortir de cette prison? Est-ce qu'on décide de s'apitoyer sur son sort? Ou finalement, on sort soi-même, ou alors le destin d'une certaine manière nous tend la main, nous envoie quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et qui nous tend une perche. Soit tu la saisis, soit tu dis non, tu es orgueilleux, tu lâches. C'est vrai. Et à un moment donné, il y a des opportunités qui d'apparence sont parfois bonnes, mais pas forcément. Donc il faudrait avoir la capacité de se dire, est-ce que c'est forcément bon pour moi? Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce qu'au final, je veux pas me retrouver dans des problèmes? La question de savoir, est-ce que toute opportunité est une bonne opportunité? Tout à fait. Tu vois? Et c'est ça la vie de tout un chacun. C'est-à-dire que faire face à des situations qui d'apparence sont peut-être bonnes, mais avoir la capacité de se dire ou d'interpréter, est-ce que vraiment ça va me mener quelque part? C'est vrai. Donc là, c'est le cas de la politique. Ouais. Il va se retrouver avec de grosses opportunités, mais qui vont remettre un peu en cause son idéal de vie. Tout à fait. Tout ce qu'il a toujours vécu. Ouais. Tu vois? Mais pourquoi? Pour des opportunités sommaires qui vont peut-être l'apporter du gain, un plaisir éphémère. Prestige. Voilà. Mais en fin de compte, ça peut parfois tuer ce pourquoi tu as vécu, ce pourquoi tu as combattu. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. C'est très bien. Alors, le fil rouge de ce récit également tourne surtout autour de l'importance de l'éducation des jeunes. Je pense que vraiment, moi, c'est ce que j'ai pu retirer quand j'ai refermé ce livre, de la nécessité d'accompagner les jeunes pour construire la société de demain. Tout à fait. Et dans Sang-froid, il n'y a pas de figure sans faille, en fait. On a des hommes blessés dans l'enfance parce qu'ils ont reçu, parce qu'ils ont vécu. Et quelle importance cela revêt pour vous? L'enfant est l'avenir du monde. Pour bâtir une société, il faut penser aux enfants. Pour construire une maison, il faut bâtir ou élever les enfants comme il se doit. Tout à fait. Et pour moi, en fait, il faudrait surtout attirer l'attention des parents. Donc pour moi, en fait, dans ce livre, j'attire l'attention des parents, la responsabilité des parents, mais pas que l'éducation, c'est-à-dire l'école. Ouais. Le professeur, tu as ta part de responsabilité. Tout à fait. Ce n'est pas que le papa à la maison. C'est vrai. Et là, ça se traduit par exemple par le chef du village qui a pris sa responsabilité, qui dit tiens, j'ai ma part de responsabilité. Ouais. Je suis chef du village, pourquoi? C'est sûr. Tu vois? Donc j'ai un enfant qui est dans mon village, qui fait face à des difficultés. Moi, en tant que chef du village, je dois faire ce que j'ai à faire. Tout à fait. C'est l'image pour moi, c'est l'image du professeur. C'est vrai. Quand tu as un enfant à la maison qui quitte la maison, arrive à l'école, toi le professeur, qui voit un enfant triste, qui n'arrive pas à suivre le cours, tu te dis quoi? Est-ce que tu t'en fiches? Bah non. Ou à la fin, tu viens essayer de demander, essayer de comprendre, mais pourquoi tu ne suis pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le professeur n'est pas juste celui-là qui vient transmettre un cours, c'est aussi un psychologue qui doit justement s'intéresser à ce qui se passe dans la vie de l'étudiant, de l'élève. Parce qu'il y a des choses que l'enfant ne pourra pas avoir chez lui,
mais que toi, tu pourras redresser facilement. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense à lui d'abord. Ouais. Moi, on me paye à l'heure. Je ne vais pas perdre une minute de plus après mon cours. Ouais. Un peu de comment va mon élève, est-ce qu'il a des problèmes autres, comment je peux l'aider. Et c'est dommage. C'est vrai. Je le dis parce que moi-même, une bonne partie de ma vie et ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu de bons professeurs. Ouais. J'ai eu des professeurs qui se sont intéressés à moi. Pas à ce que je connaissais, pas à ce que je pouvais ressortir, mais à moi d'abord. Ouais. Des personnes avec qui je pouvais discuter des choses privées sans qu'ils me jugent, mais qu'ils m'apportent un plus au vu de leur vécu, au vu de leurs expériences, tout simplement. Exactement. C'est la responsabilité de l'école. Tout à fait, d'accord. Toi qui es parent, tu as des sœurs, tu as des frères, vous les frères et les sœurs, quel est votre apport vis-à-vis de l'éducation de ton neveu En gros, tout le monde joue un rôle. Ouais. Tout le monde joue un rôle. Lorsqu'un enfant échoue, ce n'est pas juste la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de la société. Parce que nous tous, à un certain niveau, on impacte quelqu'un. Ouais. Quand tu rencontres un enfant dans la rue, par exemple, qui vient te demander de l'argent ou qui vient t'adresser de la parole, tu ne sais pas que la parole que tu peux lâcher à ce moment-là peut être le déclic d'un changement. C'est vrai. Tu vois, tu peux pas savoir. Non. Tu vas juste voir que c'est un enfant qui vient te déranger, c'est un enfant qui vient te demander de l'argent, mais tu as quelque chose à donner. Une seule phrase peut suffire, un seul geste peut suffire. C'est vrai. Que l'enfant va rentrer à la maison, tu seras peut-être la seule personne qui lui a donné un sourire de la journée. En fait, quand tu comprends ça, ça change ta façon de voir les choses. C'est vrai, c'est très très intéressant. Ouais. Retenons donc que l'éducation dans sa globalité est la responsabilité de toute une société. C'est ça. Pas uniquement des parents, pas uniquement de l'école et de tout le corps professoral, mais de toute la société qui a un rôle à jouer. On va revenir à Samba, qui devient presque malgré lui un symbole. Est-ce que vous croyez encore à la possibilité du héros dans nos sociétés actuelles? Oui, alors oui, parce que ça demande du courage. Non, parce que ça demande de la volonté. Il faut avoir de la volonté. Ouais. Dans quel sens? Ne pas être égoïste. Ouais. Moi, je travaille, j'ai une femme, j'ai des enfants, par exemple. Ma vie s'arrête là. Ouais. Alors, est-ce que je dois juste m'occuper de ma famille ou je dois apporter un plus au vu de ce qui m'entoure? Est-ce que la vie des autres doit me concerner? En fait, c'est ce genre de questions qui surgissent en fait dans le livre. Ouais. Écoute, Yacine, on doit s'intéresser aux autres. Tu ne peux pas être à l'aise lorsque ton collègue est en train d'échouer, quoi. Bah, c'est sûr. Sans toi concerné. Sans toi concerné. Essaie de comprendre qu'est-ce que tu pourrais apporter aux autres, à la société. Qu'est-ce que je veux dire? On a tous des talents qui peuvent profiter à d'autres personnes. Ouais. En réalité, ça veut dire quoi? Lorsque tu ne mets pas en valeur ton talent, parce que tu as peut-être peur, pour moi, c'est de l'égoïsme. Ouais. Il est vrai que je comprends que tu ne peux pas, que tu doutes, mais tu ne sais pas en réalité qu'il y a quelqu'un qui a été prédestiné à profiter de ton talent. En fait. Il faut tout simplement sortir de sa coquille. Je l'ai dit tantôt, on en a discuté. On n'écrit pas ou on ne fait pas quelque chose pour plaire à tout le monde, mais c'est pour toucher ceux qui ont été prédestinés, soit à te lire, soit à t'écouter, soit à profiter de tes services d'une manière ou d'une autre. Ouais, on y reviendra. On y reviendra. Et on va revenir un peu à ce livre où vous semblez dire que les tragédies collectives sont souvent des héritages individuels, mal soignés. En écrivant ce livre, cherchiez-vous à comprendre une part de votre propre héritage à vous? Oui et non. Alors, dites-nous en plus. Oui, parce que d'où je viens, c'est caricaturé. C'est un modèle à suivre. Moi, j'ai tout simplement, j'ai cassé les codes. Chez moi, d'où je viens, il faut forcément aller à l'école pour réussir. Pareil. Si tu vas pas à l'école, tu es, comme on dit, de facto éliminé. Mais c'est faux. C'est vrai. Comment? Qui a dit que l'école était un modèle de réussite? Ah non, je suis pas d'accord avec ça. C'est les croyances d'antan. Et moi, j'ai cassé les codes et j'essaie de pousser les gens à comprendre ça en fait. Qu'il n'y a pas un modèle de réussite. C'est la société qui définit ces choses-là. Mais heureusement, en Afrique, il y a des exemples. Il y a des gens qui ne sont pas passés par l'école, par exemple, mais qui ont réussi, qui ont fait des choses, etc., etc. Tout à fait. Tu vois? Donc oui, donc c'était un modèle que je
voulais exprimer pour que chacun puisse se retrouver, quoi. Parfait. Voilà. Alors, il y a cette phrase magnifique, vous l'évoquiez tout à l'heure, je vais le lire pour nos téléspectateurs. Alors, il y a Jojo qui est en conversation avec son papy et qui lui dit « Je pense bien que je vais ajouter écrivain à mes ambitions, mais je ne suis pas assez talentueux pour être lu par tout le monde. Oh, jeune homme, mais voyons, on n'écrit pas pour être lu par tout le monde, mais pour être lu par ceux et celles qui sont prédestinés à nous lire. Alors, si tu entends un jour cette petite voix qui te souffle des mots, trouve un bout de papier et note-les. Ce seront peut-être les premiers mots de ton livre. » Yes. Ça va particulièrement marquer, vous vous doutez bien. Et dans Sang froid, l'écriture semble être une forme de résistance autant qu'un acte de survie. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à écrire? Est-ce un besoin de comprendre, de témoigner, de résister, de réparer? Le besoin est d'abord de transmettre, de comprendre, d'être compris et d'interpréter. Donc transmettre, pourquoi? Parce que je crois fermement que je n'ai pas appris tout ce que j'ai appris pour moi seul. Ouais. Non, je ne crois pas à ça. Tout ce que j'ai appris, tout mon parcours a forcément un but. Et comme je le dis toujours, si tu ne parviens pas à découvrir ce pourquoi tu es né, pour moi c'est vraiment pas un échec, mais c'est fatal, quoi. C'est sa mission de vie. C'est fatal. Moi, j'ai été créé, j'ai été né, impacté un grand public. D'ailleurs, entre griffes, mon rêve de vie, c'est de prendre la parole devant 1 milliard de personnes. Voilà. Du coup, transmettre ce que j'ai, puisque je sais que ça ne sera pas peut-être facile d'avoir cette opportunité directement, mais j'ai la capacité d'atteindre le milliard de personnes à travers le livre. Tout à fait. Le besoin d'être compris, pourquoi? Parce que ma philosophie de vie n'est pas forcément celle des autres. Et on a parfois du mal à l'exprimer par les paroles. Mais en créant des scénarios, en prenant des exemples, on finit par faire comprendre justement ce qu'on veut. Voilà pourquoi à l'école, par exemple, parce que je donne aussi des cours, je me suis rendu compte que les modèles complexes de maths, les modèles complexes d'ingénierie peuvent se faire comprendre par des exemples de la vie au quotidien. En prenant une histoire, tu peux facilement expliquer un principe très simple que la personne va comprendre. Assimiler. Donc c'est ça, le besoin d'être compris. Montrer aux gens comment je pense et voici ma direction, quoi. Tout à fait. Tout simplement. Et ben ça rejoint, si tu veux, la prochaine question, parce que moi, quand j'ai refermé Sang froid, j'ai eu le sentiment que vous aviez écrit pour transmettre. C'est ça. Et pas pour convaincre, en fait. Parce Exactement. que c'est pas l'idée, mais c'est justement cette nécessité de transmission. Qu'avez-vous voulu justement transmettre si vous deviez le résumer en une phrase? Waouh, en une phrase. En une seule chaud. phrase. Quel exercice. Alors, si je dois le résumer en une phrase, ce que j'ai à transmettre au travers de ce livre, on est tous responsables de ce qui arrive au monde. On est tous responsables. Ne critique pas le dirigeant qui est à la tête d'un pays. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas les problèmes auxquels il a fait face. Ne crie pas victoire parce que tu as réussi à décrocher un emploi que l'autre n'a pas pu avoir. Tout à fait. Tu vois, les situations ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai dit, on est juste dans un monde où les gens croient en fait qu'ils ne sont pas responsables de ce qui sont autour d'eux. Non, on est tous responsables. En fait, toi, tu as été juste au bon endroit, tu as eu la grâce d'avoir une opportunité que d'autres n'ont pas eue, quoi. Tout tu à vois. fait. Donc, en gros, c'est ça. On est tous responsables de ce qui se passe dans le monde, autour de nous, l'un de nous, à un certain niveau. La petite chose que tu vas faire, l'acte que tu vas poser, pourra avoir un impact, pas peut-être à l'instant T, mais à un moment donné, aura un impact. Tout à fait. En gros, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Challenge relevé. Et dernière question, on sent derrière ce roman le besoin de passer un flambeau, de dire à la génération suivante, regardez, tout n'est pas perdu. Qu'aimeriez-vous que retienne un lecteur jeune comme Jojo de cette histoire? Est-ce que Sang froid, au fond, est une lettre à la jeunesse? Oui, toujours. D'ailleurs, tous mes livres, ce sont des lettres à la jeunesse. Alors, déjà dans la société actuelle en 2025 dans laquelle nous appartenons, l'écriture, pour ne pas dire la littérature, est à la fois comme un monde inaccessible pour certains et également à la fois un monde pas très intéressant pour d'autres. Inaccessible pourquoi? Parce que il y a des gens talentueux, il y a des gens qui peuvent vraiment apporter quelque chose, mais qui ne
croient pas en eux, Ouais. qui se disent, tiens, mais on a des gens comme Alain Mabankou qui ont déjà écrit. Qu'est-ce que moi, je pourrais encore écrire de nouveau? Qui suis-je? On a des Albert Camus. Moi, je pourrais apporter quoi? Mais c'est faux. L'ADN que tu as, tu es la seule personne à en avoir. C'est vrai. Après toi, plus personne n'aura cet ADN-là. Ça veut dire quoi? Tu as quelque chose à apporter. C'est sûr. Tu as une touche particulière à apporter dans ce monde. Quoi. Albert Camus a fait sa part, Alain Mabankou a fait sa part, et j'en passe. Donc, toi aussi, tu peux faire quelque chose. Tout à fait. Tu vois? Et aussi, donc, essayer de faire intéresser, c'est-à-dire que le côté écriture, le côté littéraire. Les gens se posent parfois la question, mais comment lui il fait pour toucher à tout? Comment il est là un peu partout? Alors, il y a plein de secrets, c'est vrai, mais l'un des secrets puissants, c'est la lecture. Tout à fait. Il faut lire. Il faut lire. Il y a un adage très connu et tout, qu'on connaît bien, qui fait parfois cliché, mais c'est la vérité. On dit souvent que si tu veux cacher la vérité à un Africain, mets-le dans le livre. Ouais. C'est ça, c'est la vérité. Chez nous, on n'aime pas lire. C'est vrai. Les gens trouvent ennuyeux. Alors, une personne préfère payer 400 dirhams, par exemple, pour aller suivre un film au cinéma, que s'acheter un roman ou s'acheter un livre, par exemple. Qui coûte cher, soi-disant. Soi-disant. Mais tu n'as pas idée de ce que tu vas prendre là-dedans. D'abord, le fait que ça sera un exercice pour toi. Tu vas certainement découvrir de nouveaux mots. Tu vas plonger dans un univers que tu ne connaissais peut-être pas. Mais ça peut t'inspirer à faire Tout à fait. Moi, je connais des gens qui ont créé des entreprises après avoir lu un livre. Je connais des gens qui sont partis se réconcilier avec leur famille, avec des gens après avoir lu un livre. Pour faire court, la lecture est une thérapie. Parfait. Quel que soit le problème que tu peux avoir, la lecture peut vraiment t'aider d'une certaine façon à trouver une solution à un problème auquel tu fais face, quelle que soit la société à laquelle tu appartiens. La lecture est un langage universel. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Pour cet entretien, pour cette conversation. Je pense qu'on vous retrouve très rapidement, très prochainement, le 13 décembre, à l'hôtel Adagio de Casablanca pour le book signing de Sang froid, chronique de l'enfant soldat. Tout à fait. On vous invite vivement à venir découvrir ce livre, cette pépite que j'ai beaucoup de plaisir à lire et encore plus de plaisir à échanger avec vous autour Merci de beaucoup, ce livre. Et à très très bientôt. À très bientôt. Merci.